Comment ils vont? Vous vous demandez comment ils font, hein, pour se déplacer aussi vite d'un point à l'autre de la planète. Attends, un jour ils sont à Bakou, quelques jours après on les retrouve au Canada, et ce avec leur équipement. Pas le time. Et oui, dans cette vidéo, je vous explique comment les pilotes de F1 voyagent, tout simplement. Je sais que vous pensez que vous savez tout, mais non, croyez-moi, on en a toujours à apprendre. Bon, du coup, jet privé, voiture, bateau, avion de ligne, jetpack? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, on en parle? Les gars, je tiens à vous remercier parce qu'on est 90 000 sur la chaîne, et ça c'est grâce à vous. Vraiment, ça fait très plaisir. On est donc dans la dernière ligne droite vers la grande étape descente, jalon que j'utiliserai pour vous proposer des petits trucs sympas, comme une FAQ, un concours, des petits trucs comme ça. Du coup, tu sais quoi faire, bouton rouge, clochette, on s'abonne quoi. Très bonne vidéo. Dans une vidéo précédente, je vous avais détaillé la logistique incroyable de la F1, mais j'avais oublié un petit détail. J'avais zappé de vous expliquer comment les acteurs principaux de ce sport bondissent de circuit en circuit pour vous régaler. Eh ben croyez-le ou non, mais le premier moyen de transport des pilotes pour se déplacer, c'est le jet privé. Là en réaction, t'as deux écoles. Soit t'es comme lui là, soit t'es en mode bon, c'est pas top pour l'environnement. Les pilotes se déplacent donc en partie comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sont tous suffisamment blindés pour s'en payer un? Un jet, les gars, entre l'appareil en lui-même, le kérosène, les pilotes, le hangar, ça te coûte un braquage à main armée. Autant se le dire, ce genre de dépenses, il n'y en a que très peu qui peuvent se le permettre. Il y a donc cette première catégorie, les propriétaires de jets privés, qui on va pas se mentir sont une très petite minorité. T'es chaud de nous faire la liste? Allez, pour le plaisir des yeux. Attention, c'est des gens du monde de la F1, qu'ils soient pilotes ou pas, et en activité ou pas. Ok? Max Verstappen a un Falcon 900, Fernando Alonso a le même bébé, Lewis Hamilton s'est fait des petits kiffs dans un Bombardier 605 rouge vif qu'il a revendu en 2019 quand il s'est rendu compte qu'il roulait pas chez Ferrari. Non, quand il a capté que défendre des valeurs écolo quand t'es pilote de F1 c'est chaud, mais alors défendre des valeurs écolo quand t'es pilote de F1 et que t'as un jet privé, ça marche pas du tout. Michael Schumacher en avait un aussi, Bernie Ecclestone bien entendu, Rubens Barrichello, Nelson Piquet et Niki Lauda bien entendu. Je vous explique pourquoi bien entendu plus tard. On va pas se mentir, ça fait pas énorme, surtout si on parle des pilotes. Tu nous as parlé que des propriétaires là, on est d'accord? Et oui Jamy, parce que s'ils sont pas tous propriétaires, ils volent presque tous en jet privé. Parce que comme je l'ai dit, avoir un jet privé ça coûte un bras, donc les équipes elles font quoi? Eh ben elles mettent en place des partenariats avec des entreprises dont c'est l'activité principale. Et le tour est joué. Par exemple, Ferrari a un partenariat avec VistaJet qui a une flotte de 80 avions qui peut faire n'importe quel trajet. Ils ont donc des gros et des petits avions privés. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vous assure, on n'en est pas encore là. Et donc quand ils ont besoin, ils font un devis pour un avion qui va d'un point A à un point B pour X personnes partant tel jour à telle heure. Après attention, il n'y a pas que Ferrari qui fait ça. Alfa Romeo a un contrat avec Globe Air, McLaren avec FAI Aviation Group et Red Bull a sa propre flotte. Les mecs ne rigolent pas du tout. D'ailleurs, pour la petite histoire, en 2020, quand Honda était avec Red Bull, ils leur ont filé un Honda Jet au KLM pour les pilotes des deux équipes. Facile. D'ailleurs, je fais une digression, mais j'ai appris un truc de ouf. C'est que Honda a utilisé la technologie du moteur du Honda Jet pour développer le moteur de la F1. Apparemment, ils ont eu l'idée d'utiliser le moteur d'avion pour la Red Bull, alors que pour la McLaren, ils s'étaient inspirés du Honda Tractor, leur meilleur modèle de tracteur. Vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais. Bien évidemment, je déconne, hein. Avec McLaren, c'était un moteur de GP2. Ok, j'arrête. Donc ils se déplacent en jet privé et c'est assez simple de comprendre pourquoi. La saison est intense, les courses s'enchaînent très vite, ils vivent presque tous en Europe et ils essaient de rentrer chez eux le plus possible, ce qui est vraiment très chaud parfois. S'ils sont en Asie ou en Amérique, autant se le dire, ils rentrent pas. Donc d'abord, c'est rapide et pratique, pas besoin d'aller à l'aéroport, faire les contrôles, tout ça. Là, la course se termine, ils font leur bail de médias, ciao hein. À l'avion, direct, le dimanche soir. Sauf si t'es champion du monde et là, tu peux faire la fête sur un bateau. En plus de ça, on en parle dans la partie suivante, mais tu évites les retards, les annulations et globalement tous les aléas de l'aviation commerciale. Et ça c'est pas mal, hein. Donc jet privé, mais pas que. Parce que comme vous et moi, parfois ils prennent des vols commerciaux. Avant de continuer, je vais juste préciser les gars que le voyage en jet ne concerne qu'une infime partie du personnel de la Formule 1. Le top management et les pilotes essentiellement, et pas sur toutes les destinations. Malheureusement pour eux, il y a une grosse partie qui fait le tour du monde 8 fois par an en éco. Comment ça qui? Eh bien tout simplement le personnel le moins qualifié des équipes, les sponsors, les journalistes, tout ça quoi. Et je vais vous dire un truc, même les pilotes. Je vous parlais des courses overseas dans ma vidéo sur la logistique, donc pour lesquelles on met en place des trucs hors du commun, et bien sur ces grands prix lointains, les équipes elles privilégient les vols commerciaux même pour les pilotes, qui voyagent en business ou en première, bien évidemment, hein. On va pas pousser mémé dans les orties. Ah vous saviez pas que vous pouviez les croiser sur un vol allant à Shanghai, Tokyo, Singapour ou autre? Bah sachez qu'ils s'amusent bien, hein. Voyez plutôt. 30 minutes, man. What were you doing in there? 30 minutes. Hello, mate.
Je vous avais dit qu'il se régalait ou pas? Petit bond d'un sujet à l'autre, mais il faut savoir qu'il y a une vraie relation entre la F1 et l'aviation. Vous saviez que Niki Lauda, il avait lancé pas une, pas deux, mais 3 compagnies aériennes? Lauda Air, Niki et Lauda Motion. La dernière ayant été rachetée par Ryanair en 2018, hein. Pour info. Lauda, le mec, il en avait marre de prendre l'avion, il s'est mis à les piloter, puis à les commercialiser. Ce genre de génie. Tu t'égares là. Les pilotes de F1 prennent donc aussi l'aviation civile et je vais vous dire, ça pourrait se faire de plus en plus. Je l'ai mentionné tout à l'heure, voler en jet privé, c'est assez lourd en termes d'émissions. Donc vu ce que la F1 a entrepris de porter comme valeur, il faudra peut-être que les équipes décident de s'aligner. Du coup, nos chers pilotes, là, une fois qu'ils descendent de l'avion, ils vont où pour se reposer? Et oui, parce qu'autant de voyages pour des athlètes de haut niveau, ça peut te mettre mal. Tu voyages longtemps, tu prends l'avion, tu dois être opérationnel très vite, t'arrives sur un circuit le mercredi, tu commences à rouler le vendredi, parfois il y a du décalage horaire. Bon, ça on en parle plus tard parce que c'est quand même un truc compliqué, mais les footballeurs par exemple, ils ont des camps de base, ils voyagent pas non plus hyper loin très souvent, alors que les pilotes doivent s'adapter constamment à leur environnement pour la récupération. Alors logique parce qu'ils bougent tout le temps, mais quand tu y penses, c'est vraiment pas simple. Faut trouver un logement dans un environnement non bruyant, faut qu'il soit proche du circuit pour éviter le trafic et donc plus de stress et de fatigue. Donc l'équation du logement, elle est pas si facile. Après, j'imagine que vous l'aurez compris, mais sur la plupart des grands prix du calendrier, les pilotes logent dans des hôtels 5 étoiles. Pour les raisons évoquées avant, ils ne doivent pas être sollicités par le public, ils le sont suffisamment pendant le week-end, et c'est le seul endroit où c'est possible. Pour se déplacer entre le circuit et l'endroit où ils dorment, ils ont des voitures de la marque du constructeur pour lequel ils courent. Ils peuvent conduire eux-mêmes ou avoir des chauffeurs. Si vous êtes encore plus chanceux, vous avez peut-être vu arriver Vettel à vélo et Mick à moto. Donc en priorité hôtel. Par contre, sur les grands prix européens, il y a un truc que je trouve assez stylé, c'est les motorhomes. À l'ancienne, la maison sur le circuit. Alors attention, si vous avez un camping-car normal en tête, arrêtez-vous de suite de penser. Imaginez plutôt un long bus abritant un appart très confort de 100 mètres carrés. Donc oui, j'imagine un bus plus grand que votre appartement. Alors tous n'optent pas pour cette option, certains gardent les hôtels même en Europe. Par contre, c'est assez pratique parce qu'avec le motorhome, tu restes sur le circuit, tu te déconcentres pas, t'es au calme. C'est pratique. Si vous avez jamais vu, je vous recommande le Tour Café Esteban Ocon avec Canal. Ça vaut le détour. Dernier endroit où ils peuvent loger et ça ne marche que pour très peu de courses, chez eux. Et oui, si t'habites pas loin, pourquoi tout simplement ne pas rentrer à la maison? C'est quand même mieux de dormir dans son lit. Après, globalement, ça marche que pour une course et demie, on va dire quoi. À Monaco, où ils résident pour la plupart, et à Monza, vu que certains pilotes vivent à Milan. Vous choisiriez quoi comme option si vous étiez pilote? En parlant de dormir, il y a un truc qui est bien relou quand tu voyages, surtout quand tu changes de continent, c'est le décalage horaire. Tu sais cette chose qui te met dans une PLS maximale à faire dormir le pire des insomniaques? Cet état dont les pires symptômes peuvent te faire vomir tes tripes et tomber dans les pommes si tu lui résistes. Tu vois un peu? Eux, ils le subissent constamment. Du coup, comment ils font? Bah si on s'en tient à ce que nous dit Daniel Ricciardo, ils s'en remettent un peu à la chance. Hein. Écoutons-le. C'est quelque chose que vous apprenez à gérer. Nous pouvons nous préparer un peu. Donc avant un certain fuseau horaire, nous pourrions essayer de nous adapter quelques nuits avant d'arriver. Mais ça n'est vraiment pas simple. Tout le monde pense qu'on s'y habitue, qu'on fait ça depuis longtemps, mais parfois c'est la chance. Parfois je dors très bien et parfois non. D'autres vous diront qu'ils suivent la règle du 1 heure rattrapée par jour, comme le physio de Carlos Sainz. Vous savez, par exemple, on dit que s'il y a 6 heures de décalage horaire, on va mettre 6 jours à s'en remettre. Du coup, apparemment, le plus souvent, ils essaient d'arriver avec X jours d'avance en fonction du décalage. Le truc, c'est que quand tu vas du Brésil à Abu Dhabi d'une semaine à l'autre, ça complique les choses. Autant se le dire, si t'es comme moi et que tu dors pas dans les avions, tu peux pas être pilote de F1. Ça va, ils ont qu'à boire du café, non? Bah oui, mais non. Parce que la caféine, elle reste longtemps dans le sang. Donc si tu la prends pas dans le bon timing, à tout moment tu dors pas le soir et ton cycle est foutu. La recommandation du physio de Norris, c'est pas trop, ou jamais pour le café. Il recommande aussi de faire de l'exercice dès le réveil, pareil avant de dormir, et dans la journée d'être actif le plus possible. De manière générale, il paraît que voyager vers l'Est est plus galère d'ailleurs, parce que tu raccourcis ta journée. Je vais laisser Nico Latifi nous l'expliquer. Tous les soirs, au moment d'aller dormir, je repense à Abu Dhabi 2021. Ce mur me hante, je n'en peux plus, je ne dors plus. Que faire? Ah merde, mauvaise fiche. J'ai retrouvé la bonne. Je trouve toujours plus difficile d'aller à l'Est et beaucoup plus facile d'aller à l'Ouest. À l'Ouest, il suffit de se lever tôt, mais à l'Est, on ne peut pas dormir la nuit et on veut se coucher au milieu de la journée. Là, tout de suite, ça fait beaucoup plus de sens. Donc voilà, on se rend compte que les pilotes doivent dealer avec cette variable aléatoire, et comme tout le monde est logé à la même enseigne, c'est assez intéressant. Vous en pensez quoi, vous? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!